Est-ce que vous avez déjà essayé de gérer vos réseaux sociaux en équipe? C'est la recette pour le désastre. Qui gère quel compte? Qui a écrit quoi? C'est quoi le mot de passe déjà? C'est vrai que quand on travaille seul, on a déjà tendance à se perdre dans la jungle des postes, mais alors à plusieurs, on est vite dans le brouillard. La solution, c'est d'être accompagné par un pro. Mon pro à moi, c'est Swello. Avec Swello, vous centralisez tous vos comptes au même endroit et vous travaillez avec vos équipes et vos clients beaucoup plus simplement, chacun son rôle. Fini les malentendus, tout est clair, vous venez de gagner des heures de réunion, merci Swello. Et comme Swello est partenaire du podcast du marketing, il vous offre 20% sur votre abonnement. Tous les détails sont sur lepodcastdumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 285. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Quand on parle de reconversion ou de création d'entreprise, on pense souvent stratégie, business model et positionnement, mais on oublie presque toujours une étape fondamentale, celle du basculement identitaire. Passer du statut de salarié à celui d'entrepreneur, c'est pas seulement un changement d'activité, c'est un changement de posture, de rapport à soi et d'action. Alors j'ai eu envie de consacrer un épisode à ce sujet parce que je vois encore beaucoup trop d'entrepreneurs talentueux qui se perdent dans les premières étapes de leur aventure parce qu'ils sont persuadés qu'il manque un outil ou alors il leur manque une expertise, une autorisation extérieure pour avancer. Alors qu'en fait, ce qui manque souvent, c'est pas la compétence ou la motivation, mais c'est cette permission intérieure de faire autrement, de décider pour soi, de sortir d'un schéma qui est en fait un schéma d'attente pour entrer dans un mouvement d'autonomie. Alors avec Laurence Poignet aujourd'hui, on a décortiqué les pièges dans lesquels on tombe souvent, sans qu'on s'en rende compte d'ailleurs. Typiquement, ça va être croire que se lancer, c'est forcément se vendre, c'est attendre un business plan parfait avant de bouger, ou alors, c'est aller chercher des validations extérieures avant de prendre une décision. Cet épisode, c'est une invitation à faire le pas de côté qui est nécessaire pour penser et puis surtout pour vivre l'entrepreneuriat autrement. Je vous propose d'accueillir tout de suite Laurence Poignet. Bonjour Laurence, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, Laurence. On va parler un petit peu, je dirais qu'on va parler mindset. On va se positionner un petit peu différemment de d'habitude sur ce podcast. Là, aujourd'hui, on va parler de toutes ces personnes, et je sais que elles sont nombreuses à nous écouter sur le podcast, toutes ces personnes qui sont peut-être encore salariées, ou en tout cas dans une posture de salarié, qui ont été salariés peut-être toute leur carrière, et qui ont envie d'aller vers l'entrepreneuriat. Mais ce passage de salarié à entrepreneuriat, il n'est pas toujours si évident que ça. Enfin, en tout cas, il y a des choses à mettre en place. On va en parler aujourd'hui avec toi, Laurence. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Laurence, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Avec plaisir. Donc, je suis Laurence Poignet. Je suis spécialiste de l'entrepreneuriat féminin. Alors, il faut savoir que je suis entrepreneuse depuis une dizaine d'années, mais que j'ai été je suis une vieille dame maintenant, 17 ans salariée d'entreprise auprès de patrons de grosses entreprises françaises. Et j'ai fait cette reconversion en 2015 avec une certification de coach professionnel. Et ensuite, je me suis pas tout de suite lancée dans l'entrepreneuriat, dans l'accompagnement des entrepreneuses, de celles qui voulaient passer de salariée à entrepreneuse. Au début, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai voulu coacher tout le monde et du coup personne, parce que j'avais pas de stratégie. Classique. Le grand classique, ce qui fait qu'après avoir épuisé mon réseau premier, j'ai bien compris qu'il allait me falloir une stratégie. Et puis finalement j'ai évolué vers de la formation, mais il y a un an, j'ai tout refondu et c'est là où je me suis dit j'ai une expérience d'entrepreneuse, je suis passée par toutes les erreurs et maintenant j'ai envie de transmettre ça et surtout de les éviter à celles qui veulent se lancer. Ouais, génial. Mais moi, je trouve que c'est une période, tu vois, qui est tellement charnière, ce moment où, effectivement, on se dit, tiens,
j'ai envie de changer de façon de travailler pour plein de raisons différentes. Tout à D'ailleurs, on fait. l'évoquait en off juste avant d'enregistrer. Parfois, c'est parce qu'on en a marre. Parfois, c'est parce qu'on vient de perdre son job et qu'on se dit, bah tiens, j'arrive pas forcément à retrouver ce que je veux. Peut-être que je peux créer mon emploi. Il y a mille et une raisons de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ce qui se passe de façon, je dirais, à peu près commune, c'est qu'il y a quand même bien souvent des blocages, des freins. Bon, c'est pas forcément si simple que ça, d'un point de vue même intellectuel, que de passer de la posture de salarié à la posture d'entrepreneur, d'entrepreneuse. J'ai jamais su comment il fallait le dire, en tout cas, voilà, d'être son propre chef d'entreprise et de prendre ses propres décisions. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans notre tête. Toi, ton job, c'est d'aider ces personnes-là justement à passer le cap. Et moi, je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui sur le podcast du marketing, on vienne en parler parce que je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens. Et parfois des gens qui sont déjà à leur compte, mais qui sont encore un petit peu coincés dans certaines, allez, j'ai envie de dire croyances limitantes, même si c'est un terme qui est utilisé à plein de sauces, mais c'est un petit peu ça. L'une des premières choses que j'entends, tu vas me dire si tu l'entends aussi, mais c'est vraiment un truc qui revient tout le temps. Moi-même, je me le suis dit à maintes et maintes reprises, c'est compliqué pour moi d'être entrepreneur parce que je sais pas me vendre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu entends souvent? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire autour de ça? Alors, c'est quasiment avec justement la peur d'en vivre, hein, ça va avec, c'est je sais pas me vendre, moi. Alors, moi, ce que j'explique de suite, c'est que on va pas se vendre soi. C'est pas parce qu'on va mettre du cœur dans son activité de reconversion que on va se vendre soi. On va vendre d'abord une solution à des personnes que l'on aura choisies et que l'on aura surtout bien étudiées, hein, pour bien comprendre ce qu'on va leur apporter comme solution. Mais on vend surtout un service et une solution. Donc même s'il y a un peu de soi dans la méthode, la première chose, c'est de se dire je vends un service. Et ça, quand on est salarié et même quand on vient juste de sortir du salariat pour se lancer, c'est pas clair du tout. Donc il y a cette peur et c'est pour ça qu'on se cache souvent derrière beaucoup de formations avant de se lancer, beaucoup d'approbation à droite à gauche qui n'aident pas forcément, voire qui font des dégâts plus importants que le reste. Donc oui, c'est pas soi qu'on vend, mais ça, il faut l'expérimenter pour le comprendre et puis avoir quand même un petit plan, je dirais, quand même stratégique pour se dire, pour se rassurer, mais pas aller se rassurer auprès de pairs qui vont enfin, tout simplement, ça peut être des pairs, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la peine de se relancer dans des formations spécifiques en prospection ou en marketing. Allons-y, testons par nous-mêmes, on finit par savoir exactement ce qui nous convient. Mais oui, non mais alors je suis 100% d'accord avec toi et pourtant moi je suis formatrice, mais c'est vrai ce que tu dis. Il y a énormément de gens qui utilisent la formation comme outil de procrastination. C'est-à-dire plutôt que c'est très bien de se former, attention, loin de moi l'idée qu'il ne faut pas se former, il faut bien évidemment se former, mais il faut se former à bon escient. Il faut se former pour des choses qui vont nous apporter dans notre pratique professionnelle. Il faut pas se former parce que ça nous permet de retarder un petit peu le moment où on va se mettre en action et on va faire des choses, parce que la réalité, c'est que c'est en faisant qu'on va comprendre où sont les vrais problèmes, parce que les problèmes qu'on a imaginés sont rarement les bons. Donc, où sont les vrais problèmes? Et c'est en étant dans l'action qu'on va trouver les solutions, parce que c'est quand on est face à un problème, en général, qu'on se met à trouver la solution appropriée. Donc, l'une des plus grosses, des plus gros freins, moi, ou des premiers freins que je vois, c'est les gens qui me disent non mais Estelle, moi j'ai du mal à m'imaginer entrepreneur parce que je sais pas me vendre. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu entends régulièrement? Alors c'est quelque chose que j'entends systématiquement, ça va avec la peur de ne pas en vivre, donc forcément c'est une des questions qu'on se pose, est-ce que je vais pouvoir vendre parce que j'ai besoin de vivre de cette nouvelle activité? Moi je lis tout de suite un problème de légitimité. Donc souvent ça donne la réponse de je vais prendre une énième formation pour devenir encore plus expert que je ne le suis avant même d'avoir pratiqué dans mon nouveau métier. Et ça engendre de la procrastination et ça pour moi c'est vraiment l'erreur qu'il ne faut pas faire parce que repousser ne va pas régler le problème de savoir se vendre. Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on vend un service. Bien sûr que l'on met de soi dans sa méthode lorsque l'on va exercer, mais la première chose c'est de comprendre qu'on vend une solution à une personne dont on a compris le problème et ce service-là. Et quand on a compris ça, je pense qu'on a basculé dans la posture d'entrepreneuse.
Ouais, ou tout à fait. d'entrepreneur. Ouais, exactement. En fait, c'est cette histoire de se vendre finalement. C'est pas soi qu'on vend, même si peut-être qu'on va se mettre en avant, peut-être que notre personne va faire partie de l'histoire. Mais c'est pas soi qu'on vend, c'est un produit et un service. Et d'ailleurs, quand on était salarié et qu'on vendait ou qu'on vendait pas d'ailleurs, mais qu'on représentait l'entreprise, on n'avait pas cette peur de représenter l'entreprise. On venait tête haute. Donc il y a aucune raison de ne pas le faire quand on est indépendant. Il y a même encore plus de raisons d'être tête haute puisque là, on maîtrise l'ensemble de la communication et de tout ce qu'on va pouvoir proposer. Donc au contraire, il faut pouvoir y aller, mais se rappeler, je pense que ça c'est très juste ce que tu dis, on ne se vend pas soi, on vend un produit, un service qu'on a construit pour cette audience-là, pour cette problématique-là, pour ce futur client-là, c'est ça? C'est exactement ça, et c'est aussi la capacité à s'approprier complètement ce que l'on propose, de manière à le rendre beaucoup plus facile. C'est-à-dire que forcément, quand on a bien étudié le problème, qu'on connaît parfaitement son personnel, là je vais sur ton terrain, Ah oui, Estelle, parce que je tu me sais fais que plaisir. cool. Mais en fait, c'est un peu le secret. Une fois qu'on a tout bien compris et qu'on s'approprie ça et qu'on en parle de manière extrêmement fluide, forcément la légitimité arrive, on est déconnecté de soi, j'ai envie de dire, de ses propres peurs, parce que on sait qu'on va résoudre quelque chose et on sait qu'on va bien le faire. Et les gens, ce qu'ils viennent acheter, c'est pas nous, c'est ce qu'on résout. Oui, je pense qu'il y a une confusion qui se fait avec le personal branding. Parce qu'effectivement, le personal branding, c'est le truc à la mode, on en parle tout le temps, ça fait maintenant partie de nos vies parce que les réseaux sociaux ont pris une certaine place et parce que c'est une technique de communication, c'est pas la seule d'ailleurs, mais c'est une technique de communication qui fonctionne d'ailleurs très bien, hein. Le personal branding, c'est de mettre en avant, souvent c'est le dirigeant de l'entreprise, mais pas forcément, en tout cas d'exister sur les réseaux ou sur d'autres canaux d'ailleurs, et de pouvoir eh bien faire vivre l'entreprise, faire connaître l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, etc., rejaillissent à travers la personne. Mais ça n'est pas parce que certains vont très fortement utiliser le personal branding et parfois aller très très loin dans ce qu'ils vont montrer d'eux-mêmes, parce qu'attention, hein, quand on parle de personal branding, les gens montrent bien ce qu'ils veulent. Il faut aussi se souvenir qu'on reste toujours maître de sa communication, ou en tout cas de ce qu'on va proposer. Mais en tout cas, on n'est pas obligé de rentrer dans énormément de détails. Donc, on peut utiliser sa personne pour communiquer, ça n'est pas obligé. Et si on utilise sa personne pour communiquer, on va pouvoir choisir de placer le curseur où on en a envie. Non seulement ça, mais il faut aussi bien le maîtriser, parce que moi, il m'est arrivé de voir des jeunes entrepreneuses qui s'étaient lancées sur les réseaux sociaux avec un personal branding très fort, et lorsque vous les rencontrez, ça n'a plus rien à voir. Moi, j'ai vu vraiment des personnalités, des identités très fortes qui sont complètement en décalage en fait avec ce qu'elles renvoient dans la réalité. Donc, faut faire attention avec ça. Et puis encore une fois, je pense que voilà, c'est bien, mais la première chose à faire, c'est quand même pas forcément ça. Un bon LinkedIn, c'est très bien. C'est bien d'avoir des réseaux sociaux, et d'ailleurs un seul, ça suffit pour démarrer. On est d'accord. Mais concentrons-nous sur ce que l'on doit connaître, c'est-à-dire la personne que l'on va accompagner. Moi, je dis toujours, c'est une cible, une offre, un canal. Après, le reste, c'est important, mais tant qu'on ne maîtrise pas ça, c'est pas la peine de faire des formations LinkedIn, c'est pas la peine de faire des formations Instagram. Allez-y, allez vous confronter au terrain, allez discuter avec vos clients, comprenez ce dont ils ont besoin et vous verrez, ça ira tout seul après. Ouais. Non, alors je te suis complètement et une offre, un canal, enfin, ça paraît évident en fait. Si vous êtes une équipe de 10-15 personnes en marketing, ok, pas de problème, vous pouvez aller attaquer LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Si vous avez 15 personnes en marketing. Si vous êtes seul, et en général, quand on se lance, on commence seul ou à deux, parce que parfois on est associé, mais en tout cas, une équipe restreinte, n'allez pas perdre du temps sur tous les réseaux sociaux. N'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est une formidable opportunité pour faire plein de choses. Ça a surtout été construit pour vous faire, j'allais dire perdre, pardon, vous faire passer du temps sur le réseau social. Que vous l'utilisiez pour vous divertir, ou en tout cas pour apprendre des choses ou le lire, ou que vous l'utilisiez pour poster des choses dessus. Tout est construit pour que vous passiez un maximum de temps dessus. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux, je dis juste qu'il faut rester maître de son temps et qu'il ne faut pas se laisser trop entraîner par les réseaux. Donc, un seul canal, moi, ça me semble largement suffisant. Déjà, un canal seul, c'est beaucoup à gérer. Donc, travailler un seul canal, il vaut mieux travailler très bien un canal, à mon avis, que travailler mal 3-4 canaux différents et puis finalement ne pas être reconnu vraiment nulle part.
C'est exactement ça. Et puis faire quelque chose qui nous correspond. J'ai des entrepreneuses qui me disent oh là là, il va falloir que je passe à la vidéo. Je leur dis mais pourquoi maintenant? Il y a peut-être d'autres choses à faire avant. Et puis si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, pourquoi vous faire violence? Il y a d'autres façons de parler de ce que l'on fait, de ce que l'on offre, de nos services. On n'est pas obligé de se faire violence tout de suite. Et ça, il faut démystifier tout ça parce que effectivement, comme tu le dis, les réseaux sociaux renvoient des fortes personnalités qui occupent le terrain et qui sont très à l'aise, mais qui sont là déjà depuis plus longtemps et dont c'est le métier. Et les entrepreneuses, elles s'identifient beaucoup à ça. Elles ont envie de ressembler, ce qui est normal, hein, à des modèles qu'elles voient dans leur domaine et donc elles commencent par ça tout de suite. Encore une fois, il y a d'autres étapes avant. Ouais. Et alors justement, quand tu me dis ça, elle s'identifie, il y a quand même une bascule identitaire à faire à un moment donné. Ce moment de je suis salarié, je suis à mon compte. Comment ça se matérialise ça? Comment est-ce qu'on se retrouve à passer peut-être mentalement, enfin c'est peut-être là que se jouent les choses, de salarié à entrepreneur? Pour moi, ça se passe au moment où on comprend que l'on va piloter et que surtout, il va falloir qu'on le fasse en premier. C'est-à-dire que souvent, je leur dis, vous allez passer 6 mois à apprendre à être entrepreneuse avant même d'être naturopathe, coach, sophrologue, peu importe, graphiste. Et ça, cette bascule-là, elle se fait pas. Donc, elles vont rechercher un cadre, elles vont rechercher ce qu'elles ont connu, en fait, dans une structure d'entreprise, alors que l'idée, c'est de recréer une structure qui leur correspond. Donc, c'est là où on a un peu ce surfantasme de je vais travailler à mon rythme, ça va être cool, je vais être super libre. En réalité, c'est celles qui, 6 mois plus tard, me disent « Oh là là, je suis complètement débordée, je passe des journées de fou, etc. » Donc, ça va être de recréer le cadre, de comprendre que maintenant, c'est vous qui prenez vos propres décisions. Déjà, ça c'est très important de le comprendre, et d'arrêter de chercher la validation à l'extérieur. Je crois que quand elles arrêtent d'aller chercher cette validation, elles ont basculé. Mais avant, c'est beaucoup d'attentes des autres. Oui, mais alors ça, c'est important d'en prendre conscience. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, quand on est salarié, voire même quand on n'a même pas été salarié, le simple fait d'avoir été à l'école, en tout cas en France, on va chercher la validation auprès du manager, auprès du professeur, auprès de l'instituteur, de l'institutrice, peu importe. En tout cas, on vient chercher des validations. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Sauf qu'effectivement, quand on est indépendant, quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, il n'y a pas de validation puisque c'est nous qui décidons. Et ça, je pense que le simple fait d'en prendre conscience, il y a le fait d'en prendre conscience et le fait de le mettre en place, mais déjà d'en prendre conscience, de dire mais personne ne va aller vous dire ce que vous avez à faire ou à ne pas faire, c'est vous qui créez les règles. Et ça, c'est pas toujours facile de comprendre que personne ne va nous dire ce qu'on a à faire. Je pense que les gens le comprennent. Là où il y a plus de difficultés, à mon avis, tu vas me dire si tu es d'accord, c'est de comprendre que personne ne va nous dire ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il n'y a pas de règles, les règles, c'est nous qui les créons. Non seulement ça, mais en plus c'est dangereux parce que ce qui va être dit par des gens dont c'est pas forcément, qui ne sont d'ailleurs pas forcément entrepreneurs eux-mêmes, ça peut être complètement à côté. Et parce que c'est quelqu'un qui nous impressionne, on va dire par exemple un ancien manager à qui on peut demander mon offre, t'en penses quoi, etc. Ok, mais ça reste son avis, c'est pas lui qui va la vendre, c'est pas lui qui va se retrouver face au client, c'est pas nécessairement la cible non plus. C'est pas nécessairement la cible, donc j'entends qu'il faut partager et que c'est sûr, la solitude de l'entrepreneur elle existe, mais il faut tester. On prend des décisions, on teste, c'est le test and learn. Si ça ne fonctionne pas, on réajuste, on recommence et on apprend comme ça. Donc il faut pas avoir peur de se tromper, ce n'est pas grave s'il n'y a pas de validation. On prend des décisions, on teste et si ça va pas, on recommence. Et on ajuste au fur et à mesure. Ouais, c'est vraiment je pense peut-être la chose la plus difficile pour beaucoup de gens. Surtout quand on est français, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. L'entrepreneuriat, c'est l'habitude de tester des choses, de se tromper, c'est pas grave, d'y aller, c'est la résilience. C'est si on est prêt à ne pas avoir peur de se louper, parce que c'est pas grave de se louper en vrai, en général, à moins d'avoir investi des millions et des millions, mais pour l'immense majorité d'entre nous, ça ne sera pas le cas. Vous allez faire un truc, vous allez vous planter, personne ne va s'en souvenir. Moi, c'est ce que je dis souvent quand on me dit, c'est un peu la même chose, les gens qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, ils disent « Oh Estelle, mais j'ose pas appuyer sur publier, c'est terrible, si quelqu'un voit que je fais un post tout pourri, je dis rassure-toi, s'il est pourri, ton post, personne ne le verra, donc tu peux y aller. » C'est exactement la même chose quand on est entrepreneur, souvent on se dit « Ah, mais j'ose pas parce que mon offre n'est pas parfaite, alors j'ose pas la proposer. » Mais si elle est nulle, ton offre, personne ne la verra. Donc, vaut mieux y aller, tester des choses et savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi en testant des choses. Alors, faut pas faire tout et n'importe quoi et partir dans tous les sens. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais à un moment donné,
il faut bien se mettre dans l'action d'agir, de tester, de voir dans la réalité si ça fonctionne ou pas, parce que c'est là qu'on va comprendre où se trouvent les enjeux, où se trouvent les problématiques, où se trouvent les obstacles, où se trouvent les choses qui fonctionnent aussi, et on va découvrir finalement en faisant. Est-ce que cette histoire d'action, de mise en mouvement, c'est pas un peu la clé ici? Alors, moi, je dis toujours, je cite un philosophe qui s'appelle Alain, qui dit que le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Et je crois que c'est la phrase qu'il faut retenir. En tout cas, moi, c'est celle qui m'a le plus aidée, parce que encore une fois, je suis passée par toutes les phases que je cite, et j'ai passé des heures sur mes posts LinkedIn pour qu'ils soient parfaits à la virgule près, des heures sur Canva pour que mes visuels soient splendides. Effectivement, si ce que je mets dedans est creux et que je n'incarne pas ce que je dis, encore une fois, personne le verra, et ça, c'est du temps perdu pour rien. Bon, après, encore une fois, il faut tester, il faut ajuster une fois qu'on a vu les erreurs, et puis voilà, ça roule tout seul après. Mais encore une fois, voilà, c'est une façon pour moi de ne pas y aller, de se cacher, voilà, de perdre du temps sur des choses, de chercher la perfection. En fait, il y a jamais de bon moment. Ouais. Attention à cette procrastination. Moi, je vois, et je pense à quelqu'un, elle se reconnaîtra. Je fais un petit coucou à Maude. Si elle écoute cet épisode, je vais lui mettre entre les oreilles. Attention à toutes ces formations qu'on fait, ou à ces salons auxquels on va, ou ces groupes de réflexion pour lesquels on s'inscrit. C'est juste de la procrastination pour pas y aller, pour pas tester les choses, et parce qu'on a peur. Et c'est normal d'avoir peur. C'est normal parce que c'est une posture qu'on n'a jamais connue. Et bien sûr que c'est pas simple. Mais c'est en faisant qu'on va pouvoir trouver les choses. En revanche, là où je pense qu'il y a un certain équilibre quand même à trouver, c'est... Alors moi, je suis absolument convaincue qu'il faut être dans l'action pour comprendre les vraies problématiques et pouvoir ajuster. Mais il faut quand même un certain socle, non? Il faut non pas forcément un plan millimétré, parce que en fait, ça n'existe pas le plan millimétré, le fameux business plan à 3 ans où on sait tout ce qui va se passer 3 ans avant. Personne n'a jamais su, sinon on aurait une boule de cristal et on serait tous milliardaires. Donc évidemment que ça se passe pas comme ça. Mais quand même, le fait d'avoir un socle, de savoir où on va, de savoir quels sont nos objectifs, quelle est notre persona bien sûr, et quels sont les grands canaux qu'on va vouloir mettre en action, ça c'est important pour pas partir dans tous les sens et pas finalement s'épuiser. Est-ce que tu es d'accord que il faut quand même essayer de réfléchir en amont à 2, 3, peut-être 4 grandes stratégies qu'on va mettre en place, et puis on évolue après en faisant, on fera peut-être évoluer les choses, mais au moins pour rester cadré sur quelque chose. Alors oui, c'est essentiel. Déjà, moi, la première question que je pose, c'est pourquoi? Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous voulez passer à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Déjà, pour valider les bonnes raisons de ce passage du salariat à l'entrepreneuriat, et que ce ne soit pas une fuite en fait du salariat pour que finalement au bout de 6 mois on recherche un job. Ça, pour moi, c'est important que chacune se le dise à elle-même, parce que souvent c'est une mauvaise réponse à un poste dans lequel on n'est pas bien, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'essaie de valider. Et puis ensuite, oui, alors là je presse pour ma paroisse, il vaut mieux investir dans un bon accompagnement avec quelqu'un qui va cadrer les choses et qui va qui va vous aider à réfléchir, qui va aider les entrepreneuses à réfléchir sur les grandes thématiques, encore une fois, qui j'ai envie d'accompagner, quels sont les besoins, les problématiques, les douleurs même de ces personnes, comment je vais pouvoir proposer quelque chose qui répond à ça avec un tarif qui me permet d'en vivre, et puis ensuite d'essayer de trouver un média ou un tunnel. Alors on parle de tunnel de vente, mais il y a des choses très simples, et puis de dupliquer ça, et ensuite tranquillement on développe, et de pas s'éparpiller. Puis moi je dis toujours, il vaut mieux avoir 2, 3 grosses thématiques sur lesquelles on va se focaliser, plutôt que de partir dans tous les sens et de faire les choses mal. Voilà. C'est un peu comme tous les jours. Au quotidien, c'est 3 grands objectifs, 3 grandes tâches par jour. Si on arrive à les faire, on est content. Si on en a fait une, c'est déjà très bien. Je vois des entrepreneuses qui ont 10 priorités dans la journée, et la semaine est comme ça. Donc voilà, c'est ce cadre-là qu'il faut arriver à remettre aussi, parce que encore une fois, c'est pas des horaires de boulot, il y a pas la collègue pour dire tiens, il faut que tu me rendes ça maintenant dans 1 heure. Donc voilà, c'est tout ça qui va les aider, et encore une fois. Bon,
il faut passer à l'action, ça c'est clair, pas n'importe comment, je suis d'accord, mais quand on est accompagné, c'est quand même beaucoup plus rapide, c'est quand même mieux. J'aime beaucoup ce que tu dis sur 3 objectifs par jour. Moi, ce 3, je le décline, ou en tout cas j'essaye de le décliner un peu sur tout, c'est-à-dire que seulement 3 objectifs, 3 tâches, c'est pas 3 objectifs, c'est même 3 tâches dans la journée, plutôt que de blinder, tout le monde le sait, à chaque fois qu'on se met un agenda et toutes les heures il y a une tâche différente, on n'a jamais réussi à la fin de la journée de les faire toutes, donc ça sert à rien. 3 tâches, si on a plus de temps pour en faire d'autres, tant mieux, mais ces 3-là, il faut qu'on les fasse. 3 tâches, voire même une, pour la semaine. Souvent, je me dis, sur cette semaine, j'ai un fil directeur. Ça peut être 3, mais souvent c'est un seul. Et puis 3 objectifs pour le trimestre. Et moi, je fonctionne comme ça. J'ai 3 grands objectifs sur le trimestre, même pas forcément à l'année, parce que l'année, c'est très loin. 3 objectifs sur le trimestre. 3 entre 1 à 3 grosses tâches à faire sur la semaine, et puis 3 choses max à faire dans la journée. Si je fais ça déjà, c'est pas mal. Et en général, c'est déjà dur de réussir à faire ces 3-là. Donc c'est déjà pas mal, et ça permet aussi de laisser de la place à l'imprévu. Moi, je dis souvent que être entrepreneur, c'est essayer de garder un cap, de clarifier les choses, parce que sinon on a le syndrome de l'objet brillant, on part dans tous les sens, mais c'est aussi se laisser la liberté de voir venir les opportunités. Et encore une fois, c'est en se mettant en action que ces opportunités-là vont pouvoir arriver, intervenir dans notre agenda. Donc l'action pour moi est au centre des choses. Bien souvent c'est ce qui pêche, parce qu'on a peur, parce qu'on procrastine, parce que voilà. Mais c'est ça aussi, passer de salarié à entrepreneur, c'est passer un cap, tester de nouvelles choses. Donc la mise en action, mais avec un cadre qui est suffisamment large pour pouvoir laisser la place à la nouveauté, à ce qu'on n'aura pas prévu, parce que le principe même, c'est que a priori on n'aura pas tout prévu. Est-ce que ça te va comme grand principe, Laurence? Alors, ça me va très très bien. Le perfectionnisme, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est un vrai problème, c'est un vrai frein aussi. Encore une fois, on peut pas tout contrôler, on peut pas tout maîtriser. Donc, comme tu l'as très bien dit, il faut laisser un peu la place, aux choses qui peuvent arriver. Et encore une fois, on peut rebondir. Et puis, c'est surtout de se dire que c'est pas grave. J'ai des entrepreneuses qui me disent, oh là là, mais si je fais ça mal, ça va être une catastrophe. Le regard des autres, beaucoup le regard des autres est important, surtout quand on a l'habitude d'être validé, encore une fois, en entreprise, et que là, on se retrouve à des gens qu'on ne connaît pas et qui vont peut-être porter un jugement. Ok, mais on se détache de ça. Alors c'est pas simple, mais ça doit pas être bloquant. Certaines restent paralysées par rapport à une remarque, par rapport à, surtout sur les réseaux sociaux aussi, mais faut pas rester bloqué comme ça. Faut toujours se dire, bon, là j'ai une mauvaise expérience, ce n'est pas grave, je repars, je recommence. Et puis après, évidemment, on parlait tout à l'heure des trois tâches, ou en tout cas une par mois, peu importe comment on s'organise, mais l'organisation va être aussi au cœur de l'action, pour pas s'éparpiller, pour pas se noyer non plus, et comme je dis toujours, pour pas se cramer, parce qu'on peut très vite s'épuiser. Et je terminerai juste en disant que les résultats n'arriveront pas tout de suite. Ça peut générer des frustrations, ça aussi, et ça je le vois beaucoup. C'est oui, je travaille beaucoup, j'ai mis plein de choses en place, et j'ai toujours pas de clients. Justement, moi, mon rôle, c'est de nettoyer un peu tout ça, de faire du tri et de dire on va peut-être se consacrer sur les actions qui vont te ramener à ton objectif de chiffre d'affaires. Ça, c'est important. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas du tout quand on est salarié. On voit pas ça. Oui, c'est sûr que on découvre tout un panel de métiers quand on devient entrepreneur. Je vais essayer, Laurence, de faire un rapide résumé de tout ce dont on a parlé, parce qu'on a parlé de plein de choses qui s'entrecroisent les unes les autres. Donc c'est vrai que c'est vraiment un moment assez charnière que de passer de ce statut de salarié à ce statut d'entrepreneur. La première chose qui arrive quasi systématiquement, tu nous le disais, c'est on a peur de pas savoir se vendre, on a peur de pas en vivre tout simplement. Ça, à un moment donné, il faut réussir à prendre un peu de distance entre sa personne et ce qu'on a à vendre. Lorsque l'on est salarié, on ne se vend pas soi, on vend un produit, un service. Et bien là, c'est exactement la même chose. On vend un produit, un service. On peut utiliser le fameux personal branding
branding, mais ça n'est pas une obligation. Et puis surtout, si on l'utilise, on va pouvoir choisir le curseur. Donc, moi, j'ai plus trop envie d'entendre « je ne sais pas me vendre ». Il va falloir aller vendre un produit, un service, et ça, c'est pas soi-même. Donc, il n'y a pas cette relation affective trop forte qui doit venir nous arrêter ou en tout cas nous freiner. Deuxième élément, c'est cette fameuse bascule identitaire qu'on doit faire de passer de salarié à entrepreneur. À un moment donné, il faut prendre conscience que on n'est plus salarié. Quand on est salarié, effectivement, en général, on va avoir un manager, un rapport hiérarchique avec quelqu'un qui va nous dire ce qu'on a à faire et puis qui va nous dire si on a bien fait. Là, quand on est entrepreneur, non seulement on nous dit pas ce qu'on a à faire, ça en général on aime bien parce qu'on se dit je suis mon chef, je fais bien ce que je veux. Sauf qu'on nous dit pas non plus si c'est bien ou si c'est pas bien, si on est dans les règles, si on n'est pas dans les règles. Et ça, c'est souvent un petit peu plus dur à appréhender. Donc, il faut s'autonomiser. Et en fait, se prendre en charge soi-même, prendre conscience que personne ne viendra nous dire ce qu'on a à faire et si on a bien fait ou pas. Et puis, autre élément extrêmement important, voire essentiel, c'est de se mettre en mouvement. C'est l'action. C'est dans l'action qu'on va identifier les problématiques, identifier aussi les solutions. Donc ça va nécessairement passer par l'action, ce qui veut dire qu'il va falloir apprendre à accepter de se planter, parce que je ne connais absolument aucun entrepreneur qui pourra vous dire que il ne s'est jamais planté. Planter, ça veut pas dire faire faillite, hein. Attention, moi j'entends des gens qui me disent mais non, mais moi j'ai pas envie de faire faillite, Estelle, tu te rends compte, j'ai trop de responsabilités. On n'est pas en train de dire ça, on est en train de dire que on va tester des choses, on va essayer des choses, ça marchera plus ou moins bien. La vraie qualité de l'entrepreneur, c'est la résilience et la capacité à trouver le positif dans le négatif, d'aller chercher les opportunités là où d'autres vont voir des fêlures. Non, au contraire, on va pouvoir trouver des éléments pour rebondir. C'est ça la grande force de l'entrepreneuriat. Et puis, une chose importante, ça va être d'apprendre à décider par soi-même, pour soi-même, en autonomie. Parce que si on a décidé de ne plus être salarié, mais d'être à son compte, c'est quand même bien pour ça. Et pour ça, tu nous le disais, c'est très important, je trouve, c'est de se reposer, et probablement dès le début, se poser la question de pourquoi est-ce que je quitte le salariat ? Est-ce que c'est une bonne raison ? Parce que tu le disais, évidemment, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Le salariat est d'ailleurs un très bon statut pour plein de gens, pour d'ailleurs la majorité des gens. Donc, on n'est pas nécessairement obligé d'aller, bien sûr, vers le salariat. Si on choisit d'y aller, il faut que ce soit un vrai choix et pas une fuite de quelque chose. C'est super important. Puis, dernière chose que tu disais, qu'il y a un warning, parce qu'effectivement, on peut se décourager comme ça, c'est attention, les résultats ne vont probablement pas arriver tout de suite. C'est pas grave, c'est normal, ça fait partie du process. Faut juste le savoir et s'y préparer de façon à pas abandonner trop vite, parce que peut-être que sous 6 mois, vous n'aurez pas votre carnet de commandes encore absolument plein. Ça va venir, mais il faut prendre le temps de construire les choses. Est-ce que ça te va, Laurence, comme résumé, ou est-ce que tu avais quelque chose à ajouter ? Écoute, Estelle, c'est exactement ça. Je pense que tu as bien résumé ce que je rencontre au quotidien et probablement peut-être toi aussi à travers tes formations, c'est sûr. Après, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a possibilité avant de quitter de tester son projet. Évidemment, de se dégager un peu de temps en étant salarié, commencer à réfléchir à qui on va accompagner, une offre, faire un petit test et puis ensuite se lancer. Déjà, ça permet de se mettre déjà dans la posture un peu d'entrepreneur. Bon, après, c'est le saut dans le vide. Et pour celles qui sont parties et qui n'ont pas encore réfléchi, c'est de comprendre que les choses prennent du temps. Voilà, moi j'insiste là-dessus aussi parce que je vois beaucoup de femmes très impatientes en me disant moi je veux des résultats tout de suite. Non, soyez patientes, vous êtes sorties. En général, elles ont quand même sécurisé leur sortie, donc prenez le temps de bien vous approprier déjà cette posture et puis de comprendre comment ça fonctionne avec l'étape des petits pas, l'un après l'autre, alignés avec ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire, et tout devrait bien se passer. Normalement, c'est plutôt une belle aventure l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, j'adore. Voilà. Ouais, non, c'est une très belle aventure. Donc, allez-y, tentez des choses, sécurisez ce qu'il y a à sécuriser, mais tentez des choses et soyez dans l'action. Vous allez découvrir des choses très, très, très intéressantes. Merci beaucoup, Laurence, d'être venue sur le podcast du marketing. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus, te poser des questions, aller plus loin sur le sujet, dis-moi. Alors on peut me contacter sur LinkedIn très facilement en m'envoyant un message privé. Voilà, je suis tout à fait facile à trouver. Ok, super. Puis je mettrai bien évidemment le lien de ton profil LinkedIn dans les notes de cet épisode. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à aller questionner Laurence, aller plus loin avec elle. Merci beaucoup Laurence, et la bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing.
Merci à toi, Estelle, c'était top. Merci beaucoup. Un grand merci, Laurence, d'être venue bien nous parler de ce changement d'état, de ce changement de posture, de ce changement de façon de penser, de ce changement d'être presque, j'ai envie de dire. En tout cas, ce gros changement qui est celui du passage du statut de salarié au statut d'entrepreneur, de créateur d'entreprise. C'est le cas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. En tout cas, si vous avez créé votre entreprise, l'immense majorité d'entre vous avez été salarié d'abord. Il y a véritablement un pas, un cap à passer. Il n'est pas forcément si complexe, mais il faut avoir en tête les éléments qui sont importants à passer outre, et notamment des blocages mentaux qui ne nous aident pas. Donc merci à toi Laurence d'être venue mettre le doigt dessus. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez soutenir le podcast du marketing, une façon extrêmement simple de le faire, c'est d'aller laisser, si ce n'est pas déjà fait, un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Les plus simples, c'est iTunes et Spotify. Vous laissez un avis avec un petit commentaire, ça permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast du marketing. Et le podcast du marketing, je suis seule à le produire, à le faire toutes les semaines pour vous. Donc, j'ai besoin de votre aide pour le faire connaître à un maximum de monde. Je vous dis à très vite.